two, one, Yes. two, un, deux. Oui, bah moi, je suis le petit Togolais, je m'appelle Martial Marzoukou Makole. Oui, je suis bien Martial Marzoukou Makole. Je suis un caméléon. Je suis Martial Marzoukou Makole, batteur de métier, batteur togolais et punk de tout son temps. Allô, allô? Ouais, ça coupe, ouais. Oui, Véro, ça va? Ah non, nom de Dieu. Elle me souhaite happy birthday. On aura quelque chose. C'est bon. Voilà, main droite. Oh non, regarde dans quelle galère je suis. Je connais. T'es batteur ou pas? Ouais, je suis batteur, je suis pas. Passe les mains et voilà. Tiens, voilà, main gauche. Oh non. Merci beaucoup. Un discours. Ah non. J'ai eu 54 ans hier et j'y crois toujours pas. Voilà quoi, donc non, parce que tout simplement je me suis regardé en fait. Non, j'ai vraiment conscience que je me suis regardé, moi, ma vie. Je m'appelle Albert Lagani, non, Martial Marzoukou Makole dit MMM Groove. Et bienvenue chez moi, il n'y a pas beaucoup qui sont rentrés dans mon salon, donc là on est chez moi. Bienvenue Voto, allez. Mon truc c'est de faire danser les gens. Dès la première mesure, soit tu bouges tes fesses, soit tu bouges la tête. Ça, c'est mon truc. Quand j'arrive à faire danser les gens, j'ai gagné. Donc, moi, ma motivation, c'est de faire de la musique, faire groover le truc, mais dans l'ombre. Moi, je suis monomaniaque. Donc, c'est batterie. Rien que quand j'en parle, ça me donne... voilà. C'est le partage, en fait. J'aime la musique. Ah, je suis très dur, hein. J'ai pas l'air comme ça, j'aime rigoler et tout, mais attention, c'est die-die. Hein. Je suis né à Takbamé, donc en Afrique, au Togo. Et donc le 7 juillet 1968, j'ai vécu un peu avec ma mère. Et donc après, ma mère se remariant et a eu d'autres enfants, ne pouvant pas me garder. Donc mon père a décidé de me confier à un très bon ami que je dis mes cousins, mais c'est mes frères de lait en fait. Il m'a abandonné, il est parti, j'avais 6 mois, donc je ne le connaissais pas. Il est parti très jeune pour faire des études à Paris. C'est comme ça. Dans ces pays-là, on sait que chacun cherche à améliorer sa vie. Donc on part souvent pour des études ou chercher du travail, machin. Donc je ne lui en veux pas. J'ai commencé la musique de souvenirs. Déjà au Togo, tout gamin, ce que me rencontrent mes frères et mes cousins, tout ça. Parce que j'ai un souvenir très vague, très lointain. Donc apparemment, ça me revient aussi, je tapais partout, voilà, à partir de 5-6 ans, enfin gamin, je tapais vraiment partout. En Afrique, gamin, mais comme mes cousins, nos rêves, on rêvait tous de partir, de venir en Europe. On ne savait pas comment, mais on regardait des westerns le soir au cinéma en plein air et on jouait au cow-boy et à l'indien. Et
Et on avait tous ce rêve-là, personne ne savait comment on allait y arriver. Moi, j'ai eu la chance que à 9 ans et demi, 10 ans, mon père étant parti depuis des années, il est parti du Togo, j'avais 6 mois, donc je ne le connaissais même pas. Il venait de temps en temps en vacances et on me dit, tiens, c'est ton père. Bon, on n'avait que ce rapport-là. Et à 9 ans et demi, 10 ans, il décide de me faire venir le rejoindre pour les études, pour l'école. C'est ce qui s'est passé. C'est la chance que moi j'ai eue de ne pas prendre un bateau ou de venir à pied parce que mon cousin, il est quasiment, c'est d'autres histoires et qui est très intéressante aussi, plus dangereuse parce qu'il est venu quasiment à pied. Voilà, j'ai fait un an ou deux, je suis allé à l'école. J'ai arrêté l'école en passage 6e, 5e. J'étais à l'école de la vie, à l'école de la rue. Je ne connaissais pas mon père, donc je l'ai découvert en arrivant en France. Ça ne s'est pas bien passé. Donc à 12 ans, je décide de partir de la maison. Mon oncle, il pensait que mon père m'avait vendu. Donc quand il est rentré, ça a fait des embrouilles énormes. Ils se sont fait la guerre et plus parlé pendant un long moment. Parce que tout le monde pensait que mon père m'avait vendu en Europe parce qu'il est rentré sans moi en fait. Je suis parti parce que je ne voulais pas rentrer au Togo avec lui. Mon père était enseignant pratiquement toute sa vie, à part les études qu'il a fait en Europe. Et donc il rentrait au Togo pour aller enseigner à l'université de Lomé. J'étais parti une fois, la brigade des mineurs m'avait chopé au Luxembourg, où on traînait devant le McDo. J'ai été ramené chez moi, j'ai dû rester un jour ou deux. Mon père, pour que je ne me rebarre pas, avait enfermé tous mes affaires dans les placards pour que je ne puisse pas me sauver. La deuxième fois, je suis parti, mon père faisait du karaté, il faisait presque 2 mètres, donc un grand monsieur, machin. Moi, je suis rentré dans un de ses kimonos et j'ai fait le grillage et je suis allé au vilain directement. Avec le kimono de karaté de mon père, où je nageais dedans, j'ai plus aucun papier, j'avais aucun contact avec la famille. J'ai su au mois d'août dernier, 44 ans après, en y allant, à quel moment il est mort et machin. J'avais aucune nouvelle, ni de qui était vivant, qui était mort. Non, moi j'ai tout occulté, certainement pour me protéger, comme une sorte de défense, mais c'était inconscient, ça a été naturel, c'était la survie pour moi. Et oui, j'ai vécu des grosses galères. Au début, quand je suis parti en fugue à 12 ans, j'ai dormi dans des cages d'escalier, j'ai dormi à la Foire du Trône, dehors, dans le froid. Quand j'arrivais à manger une merguez frite le midi ou le soir, c'était un repas par jour, c'est à choisir quand tu pouvais le manger. C'était des fois le matin ou le midi pour la journée, ou des fois j'ai pu avoir une merguez frite que le soir, j'avais mangé ça, ouais. Donc j'ai eu faim, ouais. Jusqu'à ce que j'ai été récupéré par les autonomes et anarchistes que j'ai rencontrés à l'université Paris 8 dans les bois de Vincennes, parce que j'allais vendre des gâteaux après l'école pour faire un peu d'argent pour la famille. Et ils me voyaient là, quand ils sortaient des cours, ils me voyaient là très tard le soir, un mineur tout seul avec ses glacières, machin. Donc on discutait beaucoup. Et quand je me suis barré en fugue de chez mon père, et je trouvais que le squat des Vilains était à 200 mètres plus bas. Ces gens-là qui m'ont recueilli m'ont donné quand même un cadre quelque part, qui n'est pas un cadre pour tout le monde, je vais dire pour un enfant normalement constitué ou dans une famille traditionnelle, pas ce cadre-là, mais quand même. Les Vilains ou certaines personnes m'ont conseillé d'aller me faire suivre par un éducateur dans un foyer, ce que j'ai fait, ce qui fait que j'avais une sorte de tuteur légal en tant que mineur en France. Ils m'ont inculqué des choses, j'adhérais à leurs valeurs, donc j'ai quand même eu un cadre avec ces gens-là. Il y avait souvent des descentes aux Vilains et dans d'autres squats. Je ne sais pas comment les copains étaient prévenus, ou moi je ressentais quelque chose, il y en avait un ou deux. Un jour ou avant, en général, ils me disent « tu ne dois pas rester là ce soir, il va se passer des trucs demain matin à 6 h ». Donc
Voilà, j'allais dans d'autres squats dans Paris, voir quand la recherche devenait trop oppressante par la brigade des mineurs, parce qu'ils débarquaient. Il y avait moi en tant que mineur en fugue qui était aussi dans un squat qui voulait vider. Il y avait les deux choses. Donc ils se pointaient à 6 du mat avec 6-7 cartes de CRS au vilain, tout ça. Ils fouillaient, machin, mais j'étais plus là. Moi, quand j'allais à Saorge, à Nice, pour éviter la brigade des mineurs ou machin, bah, je faisais les voitures parce qu'il y avait beaucoup de touristes. C'était frontalier, donc gamin, j'ai cassé des voitures. Il y avait beaucoup de liquide, c'était les Italiens, les Allemands, machin. Bah, on s'est débrouillé, quoi. C'est comme ça. Et quand on a faim et que tu es à la rue et que t'as 14 ou 15 ans et que sans parents, on se débrouille. Hein. C'est la survie. Donc oui, j'ai dû piquer des trucs. Bah oui, c'est ça. Bah moi, bah oui, un besoin d'avoir autant que les autres. Je dormais dehors, j'avais pas de fringues, je piquais des fringues à Mona, des débardeurs, des gilets en jean. Devant l'Opéra Night ou des fois devant le Gibus, moi on allait avec Bruno Fait en France et Charlie. On venait se servir, moi on n'avait pas les moyens. Pour nous, on disait les autres ou les modes, tout ça c'était des baltringues, on pensait être mieux qu'eux. Oui. Moi, ma famille, j'avais trouvé ma famille. Après, ça va plus loin, ça a commencé au Vilain. Il y avait Mickey, tout ça. C'est le début où j'ai rencontré Mickey parce qu'il était au Vilain. Et ça fait partie de ma famille. Après, j'ai suivi Mickey, ça a été Bozzaris, on a ouvert les cascades, ça a commencé les concerts. J'avais trouvé ma famille. J'avais pas besoin d'autres familles. Et j'ai commencé, comme j'allais plus à l'école, j'ai continué la batterie. C'était mon souhait de toute façon. Je voulais faire de la musique. Depuis l'Afrique, je tapais, donc ils ont compris ça. Je travaillais sur des chaises, des choses, 10 heures par jour. Et un jour, il y a les gens du squat, je nommerai pas de nom, ont compris l'importance que ça avait pour moi et arrive ma première batterie. Sans me prévenir, c'était une surprise, un cadeau, une batterie toute neuve. Et là, je me suis mis au boulot, die, tous les jours. Je faisais que ça remplaçait l'école en fait. Donc je bossais 10 heures par jour dans la cave, tout le monde en avait plein la tête. Mais c'était les Clash, Yuka Subs, Discharge. J'ai appris avec toutes ces musiques-là. J'ai travaillé. 3-4 ans après, j'apprends, il y avait une audition à La Fourche donc, pour les électrodes. Le premier groupe, c'était les électrodes. C'était cette énergie et sur scène. Et c'était ma première formation d'une. Premier groupe auquel j'appartenais, donc on répétait donc à La Fourche là-bas chez Romain. On a fait le Gibus souvent avec différents projets, mais on a fait avec les électrodes, on l'a déjà fait. Moi avec ma crête, machin, et mes clous sur le Teddy, marqué or que j'étais punk et noir et petit. Et je mets un Teddy avec Hells Angels dans le dos, le truc qui a aucun sens, quoi. C'est voilà, je rajoute et voilà. Après les électrodes, il y a eu Saigon avec Jenny, Duff et Jean-Paul à la guitare. En même temps que ça, après Saigon, en même temps, il y avait Chambeko, notre projet avec Gangster et Charles, le DJ du Gibus. On répétait d'abord au Parking 2000. Oh là là, les Parking 2000, les années Parking 2000, il y avait tout le monde, les Innos. Et on commençait là-bas à répéter les Innocents. Moi, j'étais dans les porte-manteaux, Saigon. En fait, le Parking 2000, c'est quoi?
c'était un grand parking, donc au 2e ou 3e ou 4e sous-sol. Au lieu de louer à des voitures, il a commencé à les louer à des groupes qui venaient répéter là. Ouais. Après le studio parisien, pareil. Le garage, pareil. Tout le monde répétait, enfin enregistrait au garage, Oberkampf. La Souris Déglinguée, ils ont fait pas mal d'albums au garage. Tout le monde, les Rita. Moi j'y dormais en plus, sinon j'étais dehors. Donc on s'exerçait à faire nos maquettes, à utiliser une table de mixage. J'ai fait carte de séjour avant les 5 dernières années. C'est comme ça que j'ai rencontré Rachid. J'ai pas fait de disque avec eux, mais beaucoup de concerts dans toute l'Europe. Et quand Rachid a décidé de continuer tout seul, il m'a proposé de faire l'album avec lui. C'est comme ça que j'ai atterri sur son premier album solo. Et j'invite à une longue attente. La nuit du peloton est lente. Et aujourd'hui les champions ne sont plus jamais en retard. Le téléphone, c'est Kolinka. Surtout, vraiment mon maître de batterie, de pensée, en tout cas dans la musique. Enfin, moi, comme gang, quand on a appris ça, qu'on faisait quelques dates sur la tournée Un autre monde. Bon, il s'avère que c'était la dernière avant qu'ils se séparent, mais ça, on le faisait pas, on le savait pas en le faisant. Mais c'était un grand moment. Nous, en tout cas, Outsider, ça s'est plutôt bien passé. Moi, la batterie, Gangster, basse et chœur et compo, et Manu Wunderbar qui faisait guitare et chant. J'ai déjà fait 1 ou 2 fois première partie de Johnny au Francofolie avec Jimmy Waïd. Le public quand tu es en première partie de Johnny, c'est pas la même limonade. Hein. Le public t'accueille pas pareil, ils viennent voir Johnny et basta quoi. Les Inno, ils s'appelaient déjà les Innocents à l'époque depuis toujours. Mais je veux dire, avant même que je fasse de la musique, JP et tous les autres, j'ai toujours connu. Quand ils ont démarré les Innocents, ils répétaient au Parking 2000, comme moi avec les Porte-Manteaux, ou Gogol Premier, ou d'autres, ou les Électrodes. Tout le monde est au même endroit, je les ai toujours connus, j'ai toujours connu JP. 1, 2, 3, 4, la. Les Berus pour moi, c'est plus qu'un groupe de musique. Voilà. Moi j'ai adhéré à ça, plus pour ce qui est raconté, pour l'état d'esprit, que pour l'ambiance musicale. Les Berus, je les ai vus naître aux Cascades, au Vilain, tout ça, donc c'est là où tout a commencé en fait. C'est ce que François raconte et les ambiances qu'il y avait dans ces concerts-là. Voilà, il vient des Vilains, on s'est connus là-bas, ils ont emmené et créé un truc. C'est balèze quand même. On est ici chez Jean-Michel Borne, un ami et chanteur des Dérailleurs, le projet Dérailleurs. Laisse-moi porter ton sac. On va faire le dernier filage avant samedi sur le festival Horsfield qui fête sa 10e édition. C'est un truc de dingue, hein. Ouais. Nous, les Dérailleurs, on joue le 9 juillet 2022. Du dérailleur devant. Lâche tous là. Parce qu'on va pas t'user donc. Je me souviens beaucoup du passé parce que je suis nostalgique de ces époques-là, parce que tout était permis. Le slogan c'était « Nos futurs » et je le pense toujours. Et en fait, jusqu'à mes 54 ans aujourd'hui, je suis un peu plus de crête, tout ça, un peu mieux habillé, mais je reste nos futurs. En fait, dans ma tête, je vis l'instant présent, tout le temps. Donc, je fais plein de choses parce que c'est maintenant que ça se passe.